L'électroneurommyogramme est un examen qui permet d'étudier la conduction nerveuse et la contraction musculaire. C'est un examen qui se décompose en deux parties. Une partie de tests électriques, au cours desquels on va étudier la conduction sur les nerfs moteurs et sensitifs, et une partie de piqûres avec des petites aiguilles que l'on insère dans les muscles et avec lesquelles on va écouter la contraction musculaire. On prend l'élément de stimulation avec cette barrette que je pose sur le nerf médian et avec lequel je vais envoyer un petit courant électrique, d'abord tout doucement, puis après un petit peu plus fort, et qui va permettre de générer une contraction du muscle, et on va voir bouger le pouce. Je commence. Vous avez senti quelque chose? Oui. Je mets un petit peu plus fort. On voit la réponse qui se forme à l'écran, et on stimule avec un enregistrement de la contraction tel qu'on le voit à l'écran, et on cherche à avoir la plus belle réponse, voilà, comme ceci par exemple, et ça nous permet d'avoir la conduction entre le point de stimulation et l'électrode de recueil. Dans un deuxième temps, on fait une stimulation plus proximale au niveau du pli du coude, comme ceci. Alors, un petit peu plus fort, encore un, voilà, on a à peu près les mêmes réponses, et on va maintenant regarder comment se fait la conduction entre le point de stimulation du pli du coude et le poignet. Une fois qu'on a effectué les stimulations électriques, on prend le mètre ruban, instrument tout simple, et on mesure la distance entre les deux points de stimulation, au pli du coude et au poignet. Et cette distance qui est saisie dans l'appareil permet de calculer la vitesse de conduction nerveuse motrice du nerf médian entre le coude et le poignet. C'est le test le plus classique de l'électroneuromyographie. Sachant que lors du bilan d'une neuropathie, on sera amené à tester l'ensemble de ces nerfs de façon à rechercher des anomalies, soit de la conduction nerveuse avec des vitesses de conduction nerveuse ralenties, cette réponse ici va arriver un petit peu plus tard, soit une atteinte des fibres nerveuses avec une perte en fibres nerveuses et une atteinte axonale, et à ce moment-là, les réponses seront d'une amplitude diminuée. Dans un deuxième temps, on effectue un test des fibres nerveuses sensitives. Alors, sur le nerf médian, le recueil se fait au poignet. La stimulation va se faire entre le deuxième et le troisième doigt, avec le même outil. Relâchez les doigts. Relâchez bien la main. Et on y va. Vous avez senti quelque chose? Ça va être un petit peu plus fort. On voit la réponse qui se forme et qui va grandir. Je monte un petit peu encore. Voilà. Et là, on a une très belle réponse qui correspond à l'activité des fibres sensitives stimulées entre les doigts et qui arrive au niveau du nerf médian. De la même façon, on mesure la distance entre le point de stimulation et le point d'enregistrement. Précisément, 125, 47 mètres par seconde, ce qui est tout à fait normal. Pour les nerfs sensitifs, on peut tester le nerf radial, médian, cubital, le fibulaire, le nerf sural. Donc tous les nerfs sont évaluables avec cet outil qu'est l'électroneuromyogramme. Il s'agit ici de la première partie et on voit qu'on teste les fibres motrices et les fibres sensitives, mais qui sont des grosses fibres. Et il y a peu d'outils qui permettent de tester les petites fibres, mais il y en a un qui est très facile à utiliser, qui est ce qu'on appelle la réponse cutanée sympathique. On prend à nouveau les électrodes et on les place dans la paume de la main et sur le dos de la main. Et ça va permettre d'enregistrer les variations de sudation de la main de façon extrêmement sensible. La stimulation peut être soit représentée par une stimulation électrique, par exemple du nerf médian contralatéral, soit par d'autres outils de stimulation, tels que l'on va le faire maintenant. Et on voit à l'écran une magnifique réponse cutanée sympathique générée par le son brutal qui a stimulé très précisément la formation réticulée du tronc cérébral et activé les voies sympathiques. Ici, la stimulation auditive, sous la forme d'un claquement dans les mains, a stimulé de façon très forte ce qu'on appelle la formation réticulée du tronc cérébral qui contrôle les voies végétatives sympathiques qui sont des petites fibres nerveuses et donc a déclenché un élément de sudation que l'on voit très bien à l'écran. La ligne était plate avant la stimulation et puis une seconde après à peu près, on voit ici les variations qui correspondent à la sudation générée par le stress induit par le bruit. Dans une situation de neuropathie
amylose à transthyrétine, on a une atteinte des petites fibres nerveuses et cette réponse peut être diminuée et même très souvent complètement disparaître. La deuxième partie de l'électroneurommyogramme consiste à évaluer la contraction musculaire à l'aide d'une petite aiguille insérée dans le muscle. On va piquer le muscle, on va d'abord étudier ce qui se passe au repos, et puis dans un deuxième temps, on va demander au sujet d'effectuer une petite contraction du muscle, puis une contraction beaucoup plus forte. L'analyse des tracés à l'écran qui enregistrent les activités électriques du muscle qu'on appelle des potentiels d'unité motrice permettra de savoir si le muscle se contracte normalement, s'il est atteint d'une maladie musculaire ou si encore il y a une anomalie sur les fibres nerveuses et on parlera alors de tracés neurogènes. Dans le cadre de la neuropathie amyloïde, l'objectif sera de voir s'il y a une perte en fibres nerveuses et si on obtient des tracés qui sont dits neurogènes, chroniques, voire avec des signes de lésions nerveuses plus récentes. Alors on pique le muscle et on regarde d'abord ce qui se passe au repos et normalement il n'y a aucune activité musculaire. Dans des situations de lésions nerveuses aiguës, on aura des petites activités qu'on appelle fibrillation qui permettent de marquer l'existence d'une lésion nerveuse. Et puis parfois dans des lésions nerveuses chroniques, on a des activités répétitives que l'on va rechercher. Dans un deuxième temps, on demande au sujet d'effectuer une petite contraction volontaire, relever un petit peu le poignet tout doucement. Alors, relever un tout petit peu. Voilà. Alors on a fait un petit effort de contraction, je vais figer l'écran et on voit ici, vous pouvez relâcher, que l'on a plusieurs pics. Le pic ici correspond à ce qu'on appelle un potentiel d'unité motrice. Ce sont quelques fibres musculaires qui sont innervées par un motoneurone. Donc ce que vous avez à l'écran là, sous mon doigt, c'est précisément l'activité d'un neurone moteur de la moelle épinière, un seul neurone moteur. Et ici on a un deuxième neurone, et donc vous voyez que vous avez à l'écran deux neurones qui battent, celui-ci qui donne ce potentiel un petit peu polyphasique, et celui-ci ici. Donc ça on voit ça dans un effort très faible, une activité, petit potentiel d'unité motrice. Lorsque l'effort augmente, on va recruter plus de neurones et les neurones vont battre à fréquence plus croissante et on va avoir un tracé différent que l'on va maintenant regarder. Je passe en mode contraction. Voilà. Alors, relevez doucement, allez-y, un petit peu plus fort. Tendez les doigts vers le haut, poussez contre ma main. Alors, voilà, allez-y, résistez plus fort, plus fort. Plus fort. Relâchez. Vous avez vu jusqu'à avoir un tracé que nous on appelle interférentiel au cours duquel tous les petits potentiels d'unité motrice se superposent les uns aux autres et on a un aspect ici de contraction qui est tout à fait normal. Dans une situation de neuropathie, par exemple d'origine amyloïde, on a moins de fibres nerveuses et le tracé, au lieu d'être très riche comme il l'était ici, eh bien restera pauvre avec peu de fibres nerveuses, peu d'unités motrices, quelques pics mais qui auront une très grande taille et c'est très caractéristique.